Tu penses que le pouvoir signifie être entouré de gens, de conseillers, d'alliés, d'amis, de visages souriants, de hochements de tête, d'applaudissements quand tu parles, de vers levés quand tu gagnes. Mais dis-moi, pourquoi cela brûle-t-il encore lorsqu'ils partent? Pourquoi cela te déchire-t-il la poitrine lorsque les mêmes mains qui t'ont autrefois élevé cherchent maintenant à prendre ta place? Tu poursuis l'illusion de la connexion, pensant que l'influence signifie la sécurité. Mais plus tu t'élèves, plus tu vois. Le pouvoir n'attire pas la loyauté. Il révèle ses limites. Et ces limites, elles viennent vite, tranchantes, et souvent de ceux qui te sont les plus proches. Les stoïciens nous ont prévenus. Plus un homme s'approche d'un esprit calme, plus il s'approche de la force, pas des applaudissements, pas de la validation. La force, la vraie force, se tient dans le silence, pas sur les scènes. Elle écoute plus qu'elle ne parle. Elle choisit la solitude, non parce qu'elle est facile, mais parce qu'elle est nécessaire. Tu veux le pouvoir? D'abord, tu dois apprendre à te tenir seul. Débarrasse-toi du bruit. Débarrasse-toi du confort. Demande-toi, sans les applaudissements ni la compagnie, qui es-tu vraiment? Si cette question te trouble, tant mieux. C'est là que le chemin commence. Et considère aussi ceci, pour la part de toi qui est fatigué de faire semblant, pour la part de toi qui est prête à s'élever, non pas en statut, mais en maîtrise de soi, abonne-toi à ce parcours. C'est la voie stoïcienne. Marche avec détermination. Marche seul. Au début, on a l'impression que le progrès est une expérience partagée. Tu fais tes premiers pas vers quelque chose de plus grand, et le monde semble t'acclamer. Les visages sont chaleureux, les voix rassurantes. Tout le monde aime le commencement. Tout le monde aime une ascension qui ne menace pas encore leur position. Mais à mesure que tu continues à grimper, tu commences à sentir le poids du silence s'insinuer. Non pas parce que tu es devenu cruel ou distant, mais parce que tu as commencé à choisir. Tu commences à sélectionner quelle voix tu laisses s'approcher de tes pensées, quelle main tu autorises à toucher ton travail. Et lentement, presque silencieusement, la foule devient un petit cercle, puis une ligne, puis parfois juste une ombre derrière toi. La vérité, c'est que le pouvoir n'a jamais été censé être une activité de groupe. Il ne réside pas dans le nombre de personnes que tu peux rassembler, mais dans le nombre de celles dont tu as le courage de t'éloigner. Les gens qui t'ont autrefois soutenu se sentiront souvent trahis, non pas parce que tu leur as fait du mal, mais parce que tu as grandi sans leur permission. Tu as pris des décisions dont ils ne faisaient pas partie, et à leurs yeux, c'est de la déloyauté. Mais en réalité, c'est la seule façon dont la vraie croissance se produit. Le pouvoir exige des limites. Pas d'un seul coup, mais graduellement, comme une forteresse construite brique par brique, pensée par pensée, jusqu'à ce qu'il devienne clair que tout le monde n'est pas destiné à y entrer. Tout le monde ne devrait pas avoir une clé. Et c'est là que les choses deviennent inconfortables. Ceux qui se plaignent le plus fort de ta distance sont généralement ceux qui ont le plus profité de ta proximité. Ils n'étaient pas là pour ta discipline, ta clarté, ta vision. Ils étaient là pour la chaleur de ton feu. Et quand tu as cessé de brûler pour eux, ils sont partis, glacés. C'est là que tu réalises, tu ne les as pas perdus. Tu les as filtrés. Sans même t'en rendre compte, ton voyage a commencé à faire ce que toutes les vraies transformations font. Il a commencé à retirer ce qui n'était plus aligné. Ce n'est pas du rejet. C'est du raffinement. Tu n'as pas besoin de l'expliquer. Tu n'as pas besoin de te défendre. Car si tu essaies, tu finiras par te rétrécir juste pour apaiser l'inconfort de quelqu'un face à ton évolution. Et à ce moment-là, tu auras déjà quitté le chemin que tu étais censé suivre. C'est solitaire, oui, mais pas de la manière que les gens imaginent. Tu ne souffres pas d'un manque de compagnie. Tu désires un air plus pur. Le genre de silence qui t'affûte au lieu de t'adoucir. Le genre d'espace où tes pensées ne sont pas interrompues par un bruit qui prétend être du soutien. Et quand tu atteins ce niveau de tranquillité, tu commences à comprendre pourquoi les stoïciens valorisaient la solitude non comme une isolation, mais comme un alignement. Marc Aurèle a dit, « Plus un homme s'approche d'un esprit calme, plus il est proche de la force. » Et la sérénité ne vient pas des pièces bondées remplies d'ego et d'attentes. Elle vient lorsque tu choisis la paix plutôt que la popularité, l'immobilité plutôt que les applaudissements, la confiance en soi plutôt que la validation. Ce n'est pas une question d'arrogance. C'est une question de responsabilité. Quand tu construis quelque chose qui compte, ton entreprise, ton but, ton esprit, tu ne peux pas te permettre de porter tout le monde avec toi. Certaines personnes sont lourdes, de la pire manière. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne sont pas faites pour le poids que tu es censé soulever. Et chaque fois que tu abaisses tes standards pour garder quelqu'un à l'aise, tu abaisses ton altitude. Tu échanges la clarté contre la proximité. Et la proximité, lorsqu'elle s'accompagne de bruit, finit par troubler tout ce que tu voyais autrefois avec netteté. Les gens ne comprendront pas cela. Ils diront que tu es égoïste, froid, détaché.
Laisse-les dire. Parce que la vérité, c'est que les personnes qui comptent comprendront que les limites ne sont pas des murs. Ce sont des filtres. Des filtres qui gardent ton esprit clair, ta mission concentrée et ton cœur à l'abri du chaos inutile. Et ceux qui ne comprennent pas, ils n'étaient jamais vraiment avec toi. Ils étaient simplement à proximité. Il y a une différence. Le plus étrange, c'est qu'à mesure que le cercle se resserre, ta vision s'aiguise. Tu cesses de chercher des conseils dans toutes les directions. Tu commences à écouter les rares qui comprennent réellement. Et même alors, tu considères chaque opinion comme une suggestion, non comme un ordre. Tu apprends à porter ta propre boussole. Parce qu'après avoir passé assez de temps à t'écouter en solitude, le bruit des autres commence à ressembler à de la statique. Pas mauvais, pas menaçant, juste sans importance. Le pouvoir n'a pas besoin de projecteur. Il n'a pas besoin d'une foule scandant ton nom. Il vit dans la personne capable de s'asseoir seule avec ses décisions sans ciller. Celle qui peut perdre l'approbation sans paniquer. Celle qui peut s'éloigner des éloges sans se retourner pour chercher une confirmation. C'est ça, le vrai pouvoir. Celui qui ne vacille pas avec la popularité et ne s'effondre pas sous la pression. Et les gens qui atteignent cet état, ils sont rarement bruyants. Ils ne s'expliquent pas. Ils ne cherchent pas à paraître. Ils se contentent de faire le travail calmement, constamment, sans être troublés. Tu commences à réaliser que l'ascension n'a jamais eu pour but d'être vue. Elle avait pour but de voir clairement. Et plus tu t'élèves, moins tu as besoin. Moins tu parles, plus tu observes. Et plus tu comprends que le vrai pouvoir n'est pas d'avoir de l'influence sur les autres, c'est de ne pas en avoir besoin. C'est être en paix avec le fait de ne pas être compris, d'être mal interprété, d'être seul, non comme une punition, mais comme une forme de protection. Et pourtant, même ici, la solitude n'est pas le vide. C'est une présence avec tes pensées, tes valeurs, ta direction. Tu vois les choses telles qu'elles sont, non telles que les autres essaient de les peindre. Tu ne te laisses pas distraire par la flatterie ni ébranler par la critique. Tu écoutes, mais tu n'absorbes pas tout. Tu participes, mais tu ne t'en mêles pas. Et c'est cette discipline silencieuse que la plupart n'atteignent jamais. Non pas parce qu'ils ne le peuvent pas, mais parce qu'ils refusent de lâcher le confort d'être entourés. Ce que la plupart appellent solitude, les puissants l'appellent alignement. Et dans cet alignement, tout ce qui est superflu tombe. Les drames, les distractions, les soutiens de façade. Tu échanges le bruit contre la paix, l'attention contre la clarté. Tu cesses d'être disponible pour tout le monde et tu deviens profondément présent pour les quelque chose qui compte vraiment. Et lorsque tu vis ainsi assez longtemps, tu cesses de regretter la foule. Tu cesses de craindre le silence. Tu commences à voir la solitude non comme quelque chose dont il faut s'échapper, mais comme l'espace même où tu deviens inébranlable. Alors oui, le pouvoir filtre non pas avec cruauté, mais avec clarté. Il sépare ce qui est essentiel de ce qui est commode, ce qui te renforce de ce qui te distrait, ce qui est réel de ce qui est joué. Ce n'est pas s'éloigner des gens. C'est marcher vers ta vérité, en acceptant que la plupart ne te suivront pas là-bas. Et dans les rares moments où quelqu'un le fait, tu sauras qu'il appartient à ton chemin. Non pas parce qu'il a insisté pour rester proche, mais parce qu'il a choisi le même silence, la même discipline, la même voie. Tu n'auras pas besoin de l'expliquer. Tu sauras simplement. C'est le paradoxe du pouvoir, il ne devient pas plus bruyant. Il devient plus pur, plus simple, plus tranchant. Et la seule façon de l'atteindre, c'est d'éliminer tout ce qui n'aurait jamais dû être là. La connexion est une belle chose, jusqu'à ce que tu comprennes ce qu'elle coûte réellement. On grandit en croyant que pour être aimé, digne de confiance, accepté, on doit s'ouvrir, montrer nos émotions, révéler nos histoires, laisser les autres entrer. Et au début, cela semble être de la force. La vulnérabilité paraît noble, honnête, humaine. Mais lorsque tu entres dans des positions d'influence, quelque chose change. Tu commences à voir comment chaque faiblesse partagée peut devenir une arme. Chaque doute révélé devient l'avantage de quelqu'un d'autre. Ce qui te rendait autrefois accessible te rend désormais exposé. Et soudain, être vu ne semble plus sûr. Cela semble risqué. Un risque que tu ne peux pas te permettre de prendre si tu portes quelque chose de plus grand que toi. Cela ne veut pas dire que tu cesses de ressentir. Cela veut dire que tu cesses de tout montrer. Parce qu'aux yeux des autres, surtout de ceux qui regardent de l'extérieur, tes émotions ne sont pas de simples expressions, ce sont des signaux. Et les signaux, lorsqu'ils sont mal interprétés, attirent les défis. Certains testeront ta patience juste pour te voir craquer. D'autres te réconforteront tout en recalibrant silencieusement leur perception de ta force. La vulnérabilité devient une évaluation de performance. Et même lorsque les gens disent « je veux de l'honnêteté », ce qu'ils veulent souvent dire, c'est « donne-moi ta lutte », mais seulement si elle m'inspire, pas si elle me met mal à l'aise. Ce n'est pas de l'acceptation. C'est de la tolérance conditionnelle.
Et les leaders ne peuvent pas construire sur ça. Alors tu commences à te détacher, non par fierté ou par ego, mais par nécessité. Parce qu'il y a des choses que tu portes maintenant que personne d'autre ne peut comprendre. Des décisions qui écraseraient quelqu'un s'il en connaissait tout le poids. Des peurs que tu ne peux pas nommer, car les nommer ébranlerait la confiance de ceux qui te regardent. Plus tu avances dans ton but, plus ton silence devient ton bouclier. Non pas parce que tu veux te cacher, mais parce qu'expliquer est devenu un risque. Et le pouvoir, le vrai pouvoir, prospère dans l'expression maîtrisée, pas dans la transparence émotionnelle. Cela ne veut pas dire que l'émotion n'a pas sa place. Au contraire, l'émotion, lorsqu'elle est maîtrisée, devient vision. Elle devient conviction. Mais lorsqu'elle est déchaînée sans retenue, elle engendre le chaos. Imagine une tempête sans structure, juste du bruit, du vent, de la destruction. C'est ce que ressemble une émotion incontrôlée dans le pouvoir. Elle ne réconforte pas, elle confond. Et la confusion est la première fissure de ta fondation. Devenir qui tu es vraiment exige souvent de marcher seul dans le silence. Cela exige de renoncer au besoin d'être constamment compris, même par ceux qui te sont les plus proches. Car lorsque tu es chargé de porter une vision, la clarté doit précéder la proximité. Et parfois, les personnes même avec lesquelles tu veux te connecter ne sont pas capables de contenir toute la profondeur de ta vérité sans la déformer. Tu commences à voir les relations différemment, non pas avec méfiance, mais avec précision. Tu cesses de tout déverser simplement pour te sentir moins seul. Tu apprends que la connexion est sacrée, pas banale. Que certaines émotions doivent être transmutées intérieurement, non partagées publiquement. Et plus le nombre de personnes ayant accès à ton monde intérieur diminue, plus ton but devient protégé. Tout le monde ne devrait pas savoir ce qui t'empêche de dormir la nuit. Tout le monde ne devrait pas être invité dans la fournaise où se forge ta force. Cela ne te rend pas froid. Cela te rend clair. Il y a une différence. La froideur et l'indifférence. La clarté et la responsabilité. Et lorsque tu agis à partir de la clarté, tu commences à remarquer à quel point les gens confondent souvent proximité et droit acquis. Ils veulent l'accès mais pas la responsabilité. Ils veulent la présence mais pas la pression. Et au moment où tu retiens quelque chose, ton temps, tes pensées, tes sentiments, ils affirment que tu as changé, que tu es devenu distant. Mais en vérité, tu es simplement devenu conscient. Cette conscience transforme ta façon de communiquer. Tu parles moins, mais avec plus de poids. Tu écoutes davantage, mais tu absorbes moins. Tu offres des conseils, mais tu ne cherches presque jamais de validation, car la validation, lorsqu'elle devient un besoin, devient ta laisse. Et les puissants ne peuvent se permettre d'être tenus en laisse. Ni par les éloges, ni par les critiques, et surtout pas par la dépendance émotionnelle. Tu continueras à ressentir profondément. Tu continueras à lutter avec le doute. Tu continueras à désirer l'intimité, mais tu commenceras à choisir la solitude plutôt qu'une proximité superficielle. Non pas parce que tu veux souffrir seul, mais parce que tu comprends que la plupart des gens ne demandent pas à t'aider à porter ton fardeau. Ils demandent à être divertis par lui. Cela semble dur, mais c'est vrai. Quand tu diriges, les gens deviennent curieux. Ils veulent jeter un œil derrière le rideau. Ils veulent connaître l'histoire, la lutte, la vérité brute. Mais très peu sont prêts à s'asseoir avec cette vérité sans la déformer pour qu'elle corresponde à leur propre récit. Et donc tu cesses de l'offrir librement. Tu commences à protéger ta paix comme si c'était de l'oxygène, parce que ça l'est. Sans paix, tes décisions deviennent réactives. Ton leadership devient émotionnel. Ta concentration se dissout. Et dans ce flou, tu deviens prévisible. La prévisibilité, quand tu es dans une position d'influence, est dangereuse. Elle donne aux gens une carte de ton esprit. Et ces cartes ne finissent pas toujours entre de bonnes mains. Tu apprends à être présent sans être poreux. À te montrer sans tout montrer. À parler avec chaleur mais sans faiblesse. Ce n'est pas une performance. C'est une préservation. Préservation du but. Préservation de la clarté. Préservation du soi que tu as travaillé si dur à comprendre et à construire. Tu commences à voir que la connexion n'a pas besoin de signifier exposition. Elle peut être bâtie par la présence, la constance, la profondeur, pas par une démonstration émotionnelle constante. Tu ne te fermes pas complètement. Tu deviens sélectif, intentionnel. Tu choisis de te connecter à travers le but, pas seulement à travers la douleur. Tu te connectes par des valeurs partagées, non par des blessures partagées. Et ce faisant, les liens que tu construis deviennent plus forts, pas plus bruyants. Plus forts parce qu'ils ne sont pas fondés sur la dépendance. Ils sont fondés sur le respect. Sénèque a écrit. Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais celui qui désire davantage qui est pauvre. Et cela s'applique non seulement aux possessions, mais aussi aux relations. Désirer une proximité constante, une réassurance constante, une compréhension constante, c'est la pauvreté émotionnelle.
La vraie force est chez celui qui peut rester dans l'inconnu, dans l'incompréhension, et rester stable malgré tout. Cette stabilité ne signifie pas que tu es insensible. Elle signifie que tu contrôles la façon dont tu exprimes ce que tu ressens. Plus ton influence grandit, plus ce contrôle devient essentiel. Parce que les gens ne regardent pas seulement ce que tu dis, ils étudient comment tu te tiens. Chaque mot est mesuré. Chaque réaction est interprétée. Et dans cette lumière, l'émotion n'est plus seulement un sentiment. C'est un signal que tu dois apprendre à envoyer avec soin ou pas du tout. Oui, la connexion exige de la vulnérabilité. Mais le pouvoir, lui, exige une forme de détachement. Non pas un détachement de l'humanité, mais du besoin impulsif d'être émotionnellement accessible à tout le monde, tout le temps. C'est apprendre quand parler et quand se taire, quand partager et quand retenir, quand se connecter et quand se protéger. Et en marchant sur ce chemin, tout devient plus silencieux. Le cercle se rétrécit, les conversations deviennent plus profondes, et la responsabilité devient plus lourde. Mais dans ce calme, quelque chose de profond se produit. Tu cesses de chercher la sécurité à l'extérieur. Tu commences à la construire à l'intérieur. Et plus tu le fais, moins tu as besoin du monde qui t'entoure. Voilà le paradoxe que personne ne te dit. Plus tu te détaches du besoin de connexion, plus tes connexions deviennent intentionnelles. Moins tu dépends du regard des autres, plus ta vision devient claire. Et moins tu offres tes émotions librement, plus elles portent de puissance lorsque tu choisis de parler. Ce n'est pas de la froideur. C'est de la maturité. C'est de la clarté. C'est le genre de puissance qui ne crie pas. Elle se tient simplement droite, concentrée, intouchable. Nous portons tous une image quand nous entendons le mot forteresse. Des murs de pierre, des portes closes, des tours hautes, un fossé entre nous et le monde. Mais cela, ce n'est que de l'architecture. La véritable forteresse n'est pas faite de pierre ni d'acier. Elle est faite d'intentions, de limites invisibles que tout le monde ressent sans les voir. Ce n'est pas un lieu où tu te réfugies. C'est quelque chose que tu portes avec toi. Un état d'esprit qu'aucun commérage, aucun jugement, ni les vents changeants de l'opinion des autres ne peuvent franchir. La forteresse la plus forte n'est pas celle qui t'isole de la vie. C'est celle qui t'enracine si profondément en toi-même que rien d'extérieur n'a le pouvoir de te déséquilibrer. Et voici la vérité que la plupart ignorent. Il ne s'agit pas de fermer la porte aux gens, mais de ne laisser entrer que ce qui s'aligne avec tes valeurs, ta paix, ta concentration. La forteresse n'est pas là pour éloigner le monde. Elle est là pour te garder entier. Dans un monde qui te tire dans 100 directions, où les attentes, les comparaisons et les distractions hurlent pour capter ton attention. Construire cette forteresse intérieure n'est pas un luxe. C'est une question de survie. Si tu ne montes pas la garde de ton esprit, quelqu'un d'autre en prendra le contrôle. Et il ne le fera pas par la force. Il le fera par la flatterie, la culpabilité, la manipulation déguisée en prévenance. C'est ainsi que les brèches apparaissent, non par attaque, mais par invitation. Et dès qu'une mauvaise personne pénètre ton monde intérieur, il ne faut pas longtemps avant que la confusion s'installe. Tu commences à douter de tes instincts. Tu hésites là où tu étais autrefois clair. Tu cherches la permission là où tu te tenais autrefois ferme. Voilà le danger d'une base faible. Elle ne s'effondre pas d'un coup. Elle se délite lentement, silencieusement, jusqu'au jour où tu te rends compte que tu ne vis plus selon tes valeurs, mais en réaction au bruit des autres. L'état d'esprit de la forteresse change cela. Tu cesses de t'expliquer à ceux qui sont déterminés à te mal comprendre. Tu cesses de défendre ta paix face à ceux qui profitent de ton chaos. Et surtout, tu cesses de laisser ton humeur dépendre de la validation ou des critiques extérieures. Tu deviens souverain, enraciné, calme. Voilà le paradoxe de la force. De l'extérieur, elle ressemble au silence. Mais à l'intérieur, c'est un feu rugissant qui dit « Je sais qui je suis, et je n'ai pas besoin que tu sois d'accord. » Ce n'est pas de la froideur. C'est de la clarté. Et la clarté, une fois cultivée, devient un bouclier. Une limite douce, immuable, qui n'a pas besoin de repousser ni d'attirer. Elle est. Certains appelleront cela de la distance. D'autres diront que tu as changé. Laisse-les parler. Car au moment où ta stabilité dérange les autres, tu viens de révéler ceux qui profitaient de ta confusion. Carl Jung a dit, à la base de toute maladie mentale est le refus d'éprouver une souffrance légitime. C'est ce qui arrive quand tu n'as pas bâti de forteresse. Tu souffres chaque fois que quelqu'un te désapprouve, chaque fois que tu es incompris, chaque fois que quelqu'un ne voit pas ta valeur. Mais quand tu construis cette forteresse, tu acceptes un autre type de souffrance, celle qui vient de la retenue, du choix de rester silencieux quand tu pourrais exploser, du fait de laisser les autres te mal interpréter plutôt que de gaspiller ton énergie à vouloir être compris. Et avec le temps, cette souffrance se transforme en force. Tu apprends à observer au lieu de réagir.
à rester dans l'inconfort sans te précipiter pour le résoudre, à reconnaître que la plupart des situations ne demandent pas ton énergie, elles demandent ton calme. C'est cela, la puissance d'un esprit fortifié. Il ne résiste pas au monde, il lui survit. Comme une montagne qui ne tremble pas à chaque tempête. Cela ne veut pas dire que tu ne ressens rien. Cela veut dire que tes émotions ne dirigent plus le spectacle. Cela veut dire que tu as bâti quelque chose de plus solide sous la surface. Quelque chose qu'aucune rumeur, aucune trahison, aucun éloge éphémère ne peut atteindre. Ce calme intérieur devient ta manière de naviguer dans tout. Le conflit ne ressemble plus au chaos. Il devient information. La critique ne blesse plus. Elle devient éclairage ou bruit. Et tu apprends à faire la différence. Les louanges ne t'enivrent plus. Elles passent simplement. Et la trahison, elle ne te brise plus. Car tu ne vis plus d'une façon qui dépend des autres pour te maintenir debout. C'est ce qui te rend intouchable. Non parce que rien ne t'arrive, mais parce que rien d'extérieur ne décide de qui tu es. Mais ne confonds pas cela avec l'isolement. Ce genre de force invite à la connexion, mais seulement celle qui respecte tes limites. Elle permet l'amour, mais pas au prix de l'abandon de soi. Elle ouvre la porte, mais ne supprime pas le seuil. Les gens peuvent marcher avec toi, mais pas à travers toi. Et ceux qui comprennent cela resteront. Les autres partiront, et tu apprendras à ne pas les poursuivre. Car la paix ne vient pas de la présence des gens, mais de l'absence du bruit. Et le bruit prend de nombreuses formes. Les commérages, le doute, la pression pour performer, la pression pour s'expliquer, la pression pour se diminuer. C'est pourquoi cet état d'esprit est vital. Il ne protège pas seulement ta paix, il préserve ton but. Et un but sans limite se dissout en performance. Tu oublies pourquoi tu as commencé. Tu prends des décisions fondées sur la peur, la fatigue, le besoin de prouver quelque chose. C'est ce qui arrive quand la forteresse est faible, tu deviens réactif. Mais quand les murs sont solides, tu deviens stratégique, intentionnel, enraciné. Épictète a dit, « Nul n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Cette maîtrise commence dans l'esprit, dans la discipline de tenir bon quand le monde te pousse, dans la sagesse de dire non, non pas avec colère, mais avec certitude, dans le courage de t'éloigner de tout ce qui te tente de trahir ton intégrité. Voilà l'essence de la forteresse. Elle ne contrôle pas les autres, elle contrôle ta réponse envers eux. Et dans ce contrôle, il y a la liberté. Un esprit ainsi bâti n'a pas besoin d'applaudissements. Il n'a pas besoin d'être rassuré. Il n'a même pas besoin d'être compris. Il a seulement besoin d'être aligné avec la vérité, avec le but, avec quelque chose de plus profond que le moment présent. Et une fois que tu as bâti cet alignement, tu commences à voir les choses telles qu'elles sont, et non telles que tu voulais qu'elles soient. Cette clarté peut te coûter des relations, des opportunités, du confort. Mais elle te donnera quelque chose de bien plus précieux. La constance, la direction, la puissance intérieure. Et à mesure que cette puissance grandit, tu commences à bouger autrement. Pas plus vite, pas plus bruyamment, mais avec plus de précision. Tu ne ressens plus le besoin de t'expliquer à tout le monde. Tu choisis où va ton énergie. Tu deviens moins accessible au drame et plus disponible pour le but. Tu lâches le besoin d'être aimé et tu embrasses la liberté d'être vrai. Et à chaque limite respectée, ton esprit devient plus calme. Ton cœur devient plus léger. Ton chemin devient plus clair. Voilà ce qu'est la forteresse. Ce n'est pas un mur qui empêche le monde d'entrer, c'est une fondation qui retient ta force. Elle ne te rend pas dur, elle te rend entier. Elle ne te rend pas distant, elle te rend lucide. Et lorsque les tempêtes arrivent, comme elles le feront toujours, tu ne t'effondres pas. Tu ne cèdes pas. Tu restes immobile, clair, intact. Non pas parce que rien n'a tenté de t'ébranler, mais parce que tu as enfin bâti quelque chose qu'aucune force ne peut déplacer. La trahison ne commence pas avec un couteau. Elle commence avec la confiance, avec le confort, avec ces doux moments où ta garde est baissée et où tu crois, ne serait-ce qu'un instant, que quelqu'un te voit vraiment et ne te ferait jamais de mal. Cette illusion est le véritable danger. Car la trahison ne vient pas des étrangers. Elle ne crie pas de loin. Elle murmure depuis le siège à côté de toi, depuis l'ami que tu appelais famille, depuis le collègue que tu as mentoré, depuis celui qui connaissait le chemin, non par la force, mais par invitation. Et une fois que tu as été trahi, non pas une, mais plusieurs fois, tu commences à comprendre quelque chose qui blesse plus profondément que l'acte lui-même. La trahison est un schéma, pas une surprise. Elle n'est pas toujours malveillante. Parfois, elle naît de la faiblesse, de la jalousie, du désespoir, mais le résultat est toujours le même. Tu te retrouves à tenir les morceaux brisés de quelque chose que tu croyais solide. Et ton instinct est de demander pourquoi, de rejouer chaque conversation, de te blâmer de ne pas avoir vu venir les choses. Mais la vérité, c'est que les indices étaient toujours là. Subtils, négligés,
écartés au nom de l'amitié. C'est ainsi que la trahison agit toujours, elle se cache derrière la familiarité. Elle se fond dans la loyauté, jusqu'au moment où elle ne le fait plus. Et quand tu t'en rends compte, les dégâts sont déjà faits. Tu apprends vite que la proximité n'est pas la même chose que l'alignement. Que ce n'est pas parce que quelqu'un marche à tes côtés qu'il marche pour les mêmes raisons que toi. Certains marchent avec toi parce qu'ils croient en ta direction. D'autres marchent à tes côtés pour voir jusqu'où ils peuvent te suivre avant de te pousser hors du chemin et prendre ta place. Et cela fait mal non seulement à cause de la perte, mais à cause de la clarté que cela t'impose. Tu commences à voir les petits signes que tu as ignorés, les moments où tu as minimisé l'heure. Tu ne deviens pas plus dur. Tu deviens plus sage, plus affûté, plus attentif au langage silencieux que les gens utilisent quand ils pensent que tu ne regardes pas. Et avec le temps, tu ressentiras de la gratitude. Pas pour la douleur, mais pour la précision qu'elle t'a donnée. Pour la façon dont elle t'a appris à protéger ta paix sans t'excuser. Pour la ligne qu'elle a tracée entre ceux qui disent être loyaux et ceux qui le prouvent. Tu verras que chaque trahison était une forme de grâce brutale, dépouillant les illusions auxquelles tu tenais, exposant les fissures de ta fondation, et te donnant la chance de reconstruire, non pas avec amertume, mais avec discernement. Et ce discernement devient ta force. Tu cesses d'expliquer tes choix. Tu cesses de trop partager tes rêves. Tu laisses les gens mériter le droit de marcher à tes côtés. Pas à travers les mots, mais à travers la constance, la présence, à travers la manière dont ils agissent quand tu ne leur es plus utile. C'est ainsi que tu reconnais les vrais. Pas quand tout va bien, pas quand le chemin est facile, mais quand le silence tombe, quand ton dos est tourné, quand ta lumière menace d'éclipser la leur. Alors tu deviens intentionnel. Tu gardes ton cercle restreint, non pas par peur, mais parce que tu as vu ce qui arrive quand il est trop large. Tu parles moins, non pas par manque de confiance, mais parce que tu as appris la valeur de garder certaines vérités pour toi. Tu attends moins, non pas par désillusion, mais parce que tu en as fini de donner plus que ce que les autres sont prêts à rendre. Et à travers tout cela, tu restes centré. Tu ne laisses pas la trahison te définir. Tu la laisses te raffiner, te transformer en quelqu'un qui avance avec une force tranquille, qui aime avec des limites, qui guide avec clarté, et qui n'oublie jamais. Les personnes les plus proches de toi auront toujours le plus grand pouvoir de te blesser. C'est pourquoi ton plus grand pouvoir doit être de savoir exactement qui et quoi vaut le risque. La confiance semble simple quand on est jeune. Tu la donnes sans hésiter, en supposant que si tes intentions sont bonnes, celles des autres le sont aussi. Tu partages, tu t'ouvres, tu crois. Et pendant un temps, cette innocence ressemble à de la force. Elle crée des liens. Elle apporte de la chaleur. Elle donne au monde une apparence de sécurité. Mais une sécurité fondée sur des suppositions est fragile. Avec le temps, la vie t'enseigne que la confiance n'est pas un cadeau à distribuer librement. C'est une monnaie, l'une des plus rares. Et chaque fois qu'elle est dépensée au mauvais endroit, elle te coûte plus cher que tu ne le pensais. C'est la leçon que la plupart des gens apprennent trop tard. La confiance, donnée librement, devient un risque calculé. Plus tu montes haut dans la vie, émotionnellement, professionnellement, spirituellement, plus ce risque augmente, car désormais tes décisions ont du poids. Tes mots résonnent plus loin. Tes vulnérabilités, autrefois inoffensives, deviennent des outils entre les mains de quelqu'un d'autre s'il choisit de les mal utiliser. Et cela ne signifie pas que tu cesses de faire confiance. Cela signifie que tu commences à choisir avec soin, non pas par peur, mais avec lucidité, non pas par paranoïa, mais par reconnaissance des schémas. Tu comprends que la confiance n'est pas quelque chose que tu dois à quiconque. C'est quelque chose qu'ils doivent mériter lentement, régulièrement, et pas une seule fois, mais à travers le temps et par leurs actions. Il y a une forme de deuil dans cette prise de conscience, car elle implique de renoncer à l'idée que tu peux être totalement détendu dans chaque pièce, ou pleinement vu par chaque personne qui prétend tenir à toi. Cela signifie que même les plus proches ont leurs limites, et que la proximité ne signifie pas loyauté. Cette vérité blesse d'abord, mais elle t'affûte ensuite. Tu cesses de confondre le charisme avec le caractère. Tu cesses d'associer histoire partagée et intention commune. Et surtout, tu cesses de confondre la gentillesse avec l'alignement. Être fort, c'est être délibéré, pas sur la défensive, pas fermé, mais intentionnel. Tu comprends que la confiance ne repose pas sur ce que quelqu'un dit, mais sur ce qu'il fait quand cela ne l'arrange pas, quand personne ne regarde, quand il n'a rien à y gagner. C'est le test que la plupart échouent, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils n'ont pas fait le travail nécessaire pour porter la confiance d'autrui avec soin. Et la confiance, placée entre des mains instables, ne se brise pas seulement, elle se retourne contre toi. C'est pourquoi les sages deviennent plus silencieux. Ils parlent moins, partagent moins, avancent dans la discrétion. Non pas parce qu'ils ont perdu foi en l'humanité, mais parce qu'ils ont trouvé la paix dans la sélection. Ils ont appris que certaines personnes veulent ta confiance non pas pour l'honorer,
mais pour y accéder, pour s'en servir comme levier, comme preuve d'une proximité qu'elles n'ont pas vraiment méritée. Et quand tu t'es brûlé assez de fois, tu cesses de te laisser convaincre par les mots. Tu commences à chercher la constance, pas seulement dans la façon dont quelqu'un te traite, mais dans la façon dont il traite ceux qui ne peuvent rien lui apporter. Aristote a dit un jour, « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée ». Et dans le domaine de la confiance, cela signifie que tu fais attention, non pas aux grands gestes, mais aux comportements répétés, à la façon dont quelqu'un agit quand tu es silencieux, à la manière dont il parle des autres à huis clos, à sa capacité à protéger ce que tu partages en ton absence. La confiance devient alors moins une question d'histoire racontée qu'un reflet des schémas révélés. Ce changement transforme tes relations. Il ne les rend pas plus froides, mais plus claires. Tu ne ressens plus le besoin d'être pleinement compris par tout le monde. Tu sais, tu commences à la tenir avec révérence, parce que tu réalises que plus quelque chose est sacré, moins demain il doit t'appartenir. Et tes pensées, tes doutes, tes rêves, tout cela est sacré. Non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sont les tiens. Il y a une forme de force qui vient du fait de garder certaines choses pour soi. Non pas par secret, mais par respect de soi. Tu réalises que toute compréhension n'a pas besoin d'être dite, que tout plan n'a pas besoin d'être partagé, et que tout sentiment n'a pas besoin d'être validé. Les puissants ne se cachent pas, ils se raffinent. Ils retiennent, non pas par peur, mais par discipline. Ils savent qu'une fois que la confiance quitte tes mains, elle appartient à quelqu'un d'autre. Et tout le monde n'est pas digne de cette responsabilité. Mais cela ne veut pas dire que tu deviens cynique. Cela veut dire que tu deviens calibré. Tu aimes toujours, mais tu aimes avec sagesse. Tu te connectes toujours, mais avec des limites. Tu t'ouvres encore, mais seulement à ceux qui ont prouvé qu'ils savent porter ce que tu leur confies. Et même là, tu observes non pas avec suspicion, mais avec conscience, car la confiance, donnée trop vite, devient une faiblesse. Mais donnée avec discernement, elle devient un pont qui renforce les deux côtés. Carl Jung croyait que la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Et la transformation exige de l'intégrité. Elle exige de la présence. Elle exige la volonté de tenir la vérité d'autrui sans la déformer, la divulguer, ni l'utiliser comme miroir pour ses propres insécurités. La plupart des gens ne sont pas prêts pour ce genre de responsabilité, et c'est normal. Mais une fois que tu vois cela clairement, tu cesses de l'attendre. Et dans ce relâchement, tu reprends ton pouvoir. Tu commences à remarquer les espaces où ta confiance s'est trop étirée, où tu t'es trop expliqué, trop exposé, où tu as donné aux gens un accès à des endroits en toi qu'ils n'avaient pas mérité. Et lentement, tu commences à fermer ces portes. Pas avec colère, mais avec grâce. Parce que tu ne punis personne. Tu protèges ce qui compte. Ta concentration, ta paix, ta vision. Et ce qui est beau, c'est que plus tu deviens sélectif, plus ta vie devient honnête. Les relations qui demeurent sont plus fortes. Les conversations sont plus profondes. Le silence est plus riche. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu existes simplement, pleinement, sans défense, parce que tu as appris à te faire confiance avant tout. Et c'est cette confiance-là qui compte le plus. Une fois que tu la tiens, tout le reste devient plus facile à naviguer. Le monde n'a pas besoin de plus de livres ouverts, mais de plus d'auteurs sages, des personnes qui savent quelles pages partager et lesquelles garder près d'eux. Des personnes qui comprennent que la confiance n'est pas une transaction, mais un lien. Et les liens, lorsqu'ils sont formés sans soin, deviennent des chaînes. Mais lorsqu'ils sont formés avec intention, ils deviennent des ancres. Oui, la confiance est toujours un risque. Mais maintenant, c'est un risque que tu mesures, un don que tu protèges, une langue que tu parles avec précision, non avec impulsion. Et dans cette précision, tu trouves quelque chose que les téméraires ne trouveront jamais, la paix. La paix de savoir que ce qui est partagé est respecté, que ce qui est tenu est en sécurité, et que ce qui est construit est solide. Tu n'as pas besoin d'être méfiant envers tout le monde. Juste éveillé, juste assez enraciné pour voir clairement, faire confiance avec sagesse, et ne plus jamais remettre ton pouvoir entre d'autres mains. Tes émotions déguisées en vulnérabilité envers quelqu'un qui n'a pas prouvé qu'il sait quoi en faire, ce n'est pas de la prudence, c'est de la sagesse. Et la sagesse est la monnaie des vrais puissants. La clarté n'est pas quelque chose qu'on trouve par hasard. C'est quelque chose pour laquelle on fait de la place. Et le plus souvent, cet espace commence par la distance. Pas une distance froide ou détachée, mais la distance comme celle d'un peintre qui recule pour voir l'ensemble de sa toile. Tu ne peux pas comprendre une situation tant que tu es encore enveloppé dans son émotion. Tu ne peux pas prendre de décision lucide quand ta vision est brouillée par la proximité, le confort ou l'urgence. C'est pourquoi ceux qui dirigent bien, pensent bien et vivent bien sont souvent perçus comme distants. Mais la distance n'est pas du rejet. C'est de la réflexion.
Il y a une forme silencieuse de pouvoir dans le fait d'apprendre à prendre du recul, à ne pas réagir à chaque émotion, à ne pas répondre à chaque ton de voix ou à chaque changement de comportement. Quand tu es trop proche de tout, tu deviens réactif. Tu commences à voir des menaces là où il n'y en a pas. Tu commences à projeter des peurs au lieu d'identifier des faits. Et c'est ainsi que le chaos s'installe. Pas parce que le monde devient plus bruyant, mais parce que ton monde intérieur cesse de filtrer le bruit. Les stoïciens le savaient. Ils ne parlaient pas du contrôle comme d'une domination, mais comme d'une maîtrise intérieure. Sénèque écrivait « Celui qui est courageux est libre ». Mais le courage, ce n'est pas foncer tête baissée. Le courage, c'est savoir quand se retenir. Se retenir est plus difficile qu'agir. Il faut plus de force pour se taire que pour parler, plus de clarté pour observer que pour intervenir. Mais c'est là le fondement du véritable pouvoir, non pas la performance, mais la précision. Quand tu agis à partir de la clarté, tu n'as pas besoin de contrôler les autres. Tu contrôles la seule chose qui compte vraiment, toi-même. Et quand tu peux faire cela, ton environnement cesse d'être un champ de bataille et devient un espace de mouvement stratégique. Tu commences à répondre au lieu de réagir. Tu bouges. Avec le bon timing, au lieu de l'impulsion. Tu vois des schémas plutôt que des personnes. Ce changement transforme tout. Soudain, tu n'es plus aspiré dans chaque conflit, chaque invitation au drame, chaque vague émotionnelle. Tu reconnais que la paix ne se trouve pas en évitant les problèmes, mais en restant immobile en leur sein. La distance t'offre cette immobilité. C'est l'espace entre l'émotion et l'action, là où ta véritable force grandit. Parce qu'une fois que tu as fait une pause, respiré, et pris du recul par rapport à la pression immédiate, tu peux enfin voir non seulement ce qui se passe, mais pourquoi cela se passe et surtout, comment y faire face sans te perdre. La clarté n'est pas toujours confortable. Elle te demandera de reconnaître des choses que tu préférerais ignorer. Elle révélera des vérités sur les gens que tu aimes, sur les décisions que tu as prises, et sur les schémas que tu as répétés. Mais sans cette clarté, tu ne fais que survivre. Et survivre sans compréhension devient une boucle, un cycle de réaction, de regret, de redémarrage. C'est d'offrir ton monde intérieur comme un cadeau à quiconque le réclame. La distance brise ce cycle. Elle te ralentit juste assez pour que tu remarques le choix avant l'erreur. C'est le genre de maîtrise que la plupart des gens n'atteignent jamais. Parce que la plupart essaient encore de contrôler le monde au lieu de contrôler leur perception du monde. Si ta voix intérieure est constamment noyée sous les attentes, les jugements et les exigences des autres, tu ne vis pas vraiment ta vie. Tu joues la version de quelqu'un d'autre. Et jouer un rôle est épuisant. Ce n'est pas durable. Ce n'est pas non plus stratégique. La clarté te permet de choisir où va ton énergie. Tu ne ressens plus le besoin d'assister à chaque dispute à laquelle on t'invite. Tu ne te précipites plus pour résoudre chaque problème, expliquer chaque décision ou justifier chaque changement. Tu commences à comprendre que la plupart des bruits ne sont pas des urgences. Ce ne sont que des distractions. Et quand tu vis trop longtemps dans la distraction, la confusion devient ton état par défaut. Tu commences à douter de ce que tu sais déjà. Tu commences à remettre en question ton intuition. Tu te mets à poser des questions dont tu connais déjà la réponse, simplement parce que quelqu'un d'autre n'aime pas ta réponse. La distance, c'est la manière de reprendre ce pouvoir. Non pas en te retirant totalement du monde, mais en te détachant de l'urgence d'y être compris. Tu n'es pas ici pour être disponible aux émotions de tout le monde. Tu n'es pas ici pour porter le poids de chaque pièce où tu entres. Tu es ici pour avancer avec clarté, pour voir ce qui t'appartient à porter et ce qui ne t'appartient pas, pour discerner quand parler et quand le silence est le choix le plus sage. En adoptant cette façon de vivre, quelque chose change subtilement dans ta manière de vivre les conflits. Tu cesses de les voir comme quelque chose à réparer et tu commences à les voir comme de l'information. Tout n'a pas besoin d'être résolu. Certaines choses ont juste besoin d'espace. Certaines personnes ont juste besoin de temps, et certains problèmes ne sont tout simplement pas les tiens à résoudre. Ce genre de clarté protège ton énergie. Elle protège ton temps. Elle te garde aligné avec ta direction, sans te laisser distraire par des détours qui ne mènent nulle part d'utile. C'est là toute la différence entre mouvement et élan. Tout le monde peut être occupé. Tout le monde peut faire du bruit. Mais ceux qui avancent avec un but, qui agissent avec intention, qui construisent avec vision, le font à partir d'un lieu de calme intérieur. Et ce calme ne peut être atteint que lorsque tu t'éloignes de l'attraction du chaos émotionnel. Quand tu t'accordes assez de distance pour te souvenir de ce qui compte vraiment et de ce qui n'est que du bruit, plus tu pratiques cela, plus cela devient naturel. Tu te surprendras à répondre plus lentement, mais avec plus de poids. Tu sentiras l'envie de pas tant être suivi qu'être enraciné. Savoir qui tu es quand tout ce que tu connais disparaît. Quand ceux qui te soutenaient changent de direction. Quand le résultat est incertain et que la pression monte.
C'est à ce moment-là que ta voix intérieure doit être plus forte que le bruit. Non pas plus forte en volume, mais plus forte en conviction. Une conviction qui ne dépend pas des résultats ni des louanges. Celle qui vit dans les actions que tu poses quand le doute te hurle à l'oreille. Carl Jung a dit, le monde te demandera qui tu es, et si tu ne le sais pas, il te le dira. Voilà l'essence du leadership intérieur, se connaître avant que le monde n'essaie de te définir. Construire ta fondation si solidement que tu n'as pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Tu l'incarnes simplement. Et cette incarnation naît d'un millier de choix silencieux. Le choix de te relever quand il est plus facile de rester à terre. Le choix d'agir avec intégrité quand le compromis serait plus pratique. Le choix de rester stable quand tout en toi semble instable. Quand tu diriges depuis cet espace, tu n'as plus besoin d'être le plus bruyant dans la pièce. Tu n'as plus besoin de tout expliquer. Tu réalises que le pouvoir ne réside pas dans l'exposition, mais dans la discipline. Et la discipline ne se cultive pas en public. Elle se forge dans le silence, dans la solitude, dans la répétition ennuyeuse mais inébranlable de faire ce qu'il faut, même quand personne ne regarde. La plupart des gens ne la voient pas. Ils ne voient que le résultat, le titre, le discours, la présence. Mais tout cela n'est que la surface. Le véritable poids se porte en privé, bien avant que le monde ne commence à écouter. C'est dans ces moments intimes que le masque devient nécessaire. Non pas comme un mensonge, mais comme une structure, un moyen de rester concentré quand les émotions montent. Un outil pour empêcher ton doute de s'infiltrer dans tes décisions. Il ne s'agit pas de cacher qui tu es. Il s'agit de protéger ce que tu as construit contre chaque bourrasque. Parce que la vérité, c'est que même quand tu es fort, tu n'es pas à l'abri de la peur. Tu n'es pas exempt d'insécurité. Tu refuses simplement de les laisser dicter ta prochaine action. C'est à cela que sert le masque. Te permettre de tenir bon assez longtemps pour que la clarté revienne. Et avec le temps, ce masque devient moins un moyen de dissimulation qu'un symbole d'honneur pour ta responsabilité. Tu ne diriges plus seulement pour toi. Les gens se tournent vers toi dans la crise. Ils empruntent ton calme quand ils n'en ont plus. Ils observent ta manière de bouger, de parler, de supporter la pression. Et ce dont ils ont le plus besoin, ce n'est pas de perfection. C'est de stabilité. Le sentiment que, même si tout s'effondre, toi, tu ne tomberas pas. Non pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu sais traverser le chaos sans en devenir la victime. C'est pourquoi les leaders les plus forts sont souvent mal compris. Leur silence passe pour de la froideur. Leur tenue, pour de l'indifférence. Mais ceux qui portent le masque depuis longtemps savent que le vrai pouvoir ne réside pas dans la réaction, mais dans la régulation. Ils ne montent ni ne descendent au rythme des victoires ou des défaites. Ils avancent avec rythme, pas avec réactivité. Et ce rythme, ils l'ont pratiqué bien avant que quiconque ne le remarque. Même aujourd'hui, si tu es en train de bâtir quelque chose, si tu essaies de diriger ta propre vie avec intention, la partie la plus difficile sera toujours de croire en toi. Quand il n'y a pas d'écho pour confirmer ta direction, quand on doute de toi, quand tes efforts passent inaperçus, c'est là que tu façonnes la version de toi que le monde admirera plus tard. Pas sur scène, pas sous les projecteurs, mais dans l'obscurité, dans la discipline, dans le choix constant de continuer quand personne n'applaudit. Marc Aurèle se rappelait souvent que la louange et la critique ne sont que du bruit sans importance. Que ce qui compte le plus, c'est de vivre en accord avec tes valeurs, peu importe ce que disent les autres. Ce principe est le pilier du véritable leadership. Pas la popularité, pas la visibilité, mais l'alignement. L'alignement qui te permet de traverser le feu sans perdre ton calme. Qui te permet de perdre des gens sans te perdre toi-même. Qui te donne la force de porter les autres sans t'effondrer. Un jour, peut-être, le monde comprendra. Il reconnaîtra la force que tu as cultivée tout ce temps. Il verra ta résilience, ta sagesse, ta grâce sous pression. Mais que cela arrive ou non est secondaire. Parce que le but du leadership n'est pas d'être vu. C'est de servir. De porter un poids que la plupart refusent, de prendre des décisions qui te coûtent ton confort, et de le faire sans attendre de reconnaissance. Alors, quand tu te tiens seul, quand le chemin devient silencieux et que le fardeau semble lourd, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas faible parce que tu portes un masque. Tu n'es pas inauthentique parce que tu protèges ta paix. Tu n'es pas faux parce que tu fais preuve de retenue alors que tout en toi veut céder. Tu diriges simplement, calmement, solidement, depuis un endroit que le monde voit rarement, mais ressent toujours. Et si tu t'es construit dans l'obscurité, avec discipline, avec intention, avec clarté, alors peu importe à quel point le monde devient bruyant, rien ne pourra te faire vaciller. Parce que les leaders les plus forts ne sont jamais nés sous les applaudissements. Ils sont nés dans le silence, dans le doute, dans la solitude. Et à travers tout cela,
Ils sont devenus quelque chose que peu osent être, inébranlable. La solitude n'est pas une fuite du monde. C'est un retour à soi. À une époque où les distractions sont infinies, être seul avec ses pensées est souvent perçu comme inconfortable, voire dangereux. Mais la vérité, c'est que l'inconfort que nous ressentons dans la solitude ne vient pas du fait d'être seul. Il vient du fait que nous faisons enfin face à ce qui est en nous. Le bruit que nous essayons d'étouffer par les conversations, les divertissements et les obligations, ce bruit vient souvent de l'intérieur. Et dans la solitude, il n'y a plus personne à blâmer, personne à valider, personne pour qui jouer un rôle. C'est juste toi et tout ce que tu as évité. C'est pour cela que beaucoup fuient la solitude. Mais les puissants, eux, s'en approchent. Être pleinement présent avec soi-même est l'une des formes de courage les plus rares. Car il n'y a aucun masque à porter quand personne ne te regarde, aucun rôle à jouer. Ce qu'il reste, c'est la matière brute, les insécurités, les peurs, les doutes et la responsabilité de les affronter. C'est là que le raffinement commence. C'est là que naît la clarté. Quand tu t'accordes la permission de t'asseoir dans le silence, de poser des questions inconfortables sans détourner le regard, tu commences à réaliser que la solitude n'est pas une punition. C'est un outil, un miroir, et souvent le seul endroit où la vérité a la place d'émerger. Le monde récompense ceux qui sont bruyants, occupés et constamment visibles. Mais la sagesse grandit dans les moments invisibles. Les vraies décisions, celles qui changent une vie, se prennent rarement dans les foules. Elles naissent dans la réflexion silencieuse. C'est tout le paradoxe. Ceux qui semblent changer le monde sont souvent ceux qui passent le plus de temps à s'en éloigner, seuls. Non pas parce qu'ils détestent les gens, mais parce qu'ils savent que la puissance vient d'abord de la compréhension de leur propre esprit avant d'être influencés par les autres. Il existe une forme de force que seul le silence peut forger. Quand tu n'as plus besoin de la présence des autres pour te sentir précieux, tout change. Ce n'est pas que les relations ou les connexions deviennent sans valeur. Elles deviennent plus claires. Tu arrêtes de courir après ceux qui n'étaient jamais destinés à rester. Tu cesses de te plier pour plaire à des foules qui ne se soucient pas. Et à la place, tu attires ceux qui reconnaissent la tranquillité en toi. Les gens sont attirés par ceux qui n'ont pas besoin d'eux pour se sentir complets. C'est ce qui rend la solitude magnétique. Elle révèle la différence entre l'attachement et la connexion. Les décisions les plus puissantes naissent souvent dans la solitude. Le choix silencieux de partir, la décision difficile de lâcher prise, le moment de clarté qui change toute la direction de ta vie. Ces choses-là ne naissent pas dans le chaos. Elles exigent de l'espace et la capacité d'écouter ta propre voix sans qu'elle soit noyée par les opinions du monde. Quand tu apprends à te retirer en toi-même, non comme une fuite, mais comme une pratique, tu commences à découvrir une version de toi qui ne dépend pas de l'approbation. Une version qui sait, qui écoute, qui guide. L'éveil ne vient pas de la foule. Il vient de l'immobilité, du fait d'observer tes pensées sans jugement, d'affronter ce qui était enfoui sous ton agitation constante, et d'accepter que la croissance commence souvent là où le confort s'arrête. La solitude est l'endroit où tu rencontres ton futur toi. Pas celui que le bruit du monde a façonné, mais celui forgé dans le silence. Les gens confondent souvent être seul et être solitaire. Mais ce n'est pas la même chose. La solitude, c'est le manque de quelque chose en dehors de toi. La solitude choisie, c'est la paix de savoir que tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Quand tu commences à te sentir chez toi dans ton propre esprit, la validation extérieure perd son pouvoir. Tu ne cours plus après l'attention, parce que tu es déjà vu par la personne qui compte le plus, toi. Tu ne mendis plus l'amour, car tu te le laisses déjà donner d'abord. Et à partir de cette plénitude, tout le reste devient un choix, non un besoin. Tu commences à remarquer comment le silence réorganise tes pensées, comment il révèle ce qui compte vraiment. Tu vois les schémas qui te contrôlaient, les histoires que tu t'es racontées, les rôles que tu as joués. Et peu à peu, tu commences à les réécrire. Dans la solitude, tu ne fais pas que penser. Tu évolues. Tu t'éloignes de ce que le monde t'a dit d'être. Et tu redeviens celui que tu étais avant tout ce bruit. Tu retires les couches qui ne t'appartenaient pas. Et ce qui reste est honnête, clair, puissant. La capacité d'être seul tout en se sentant complet est un super pouvoir. Dans un monde obsédé par la connexion, celui qui est en paix dans sa propre compagnie détient un avantage. Il n'est pas affecté par les commérages. Il ne ploie pas sous la pression. Il répond au lieu de réagir. Il porte une sérénité qu'on ne peut pas feindre, car elle s'est construite dans l'obscurité, affûtée dans le silence, éprouvée dans les moments où personne ne regardait. Tu découvriras que la solitude ne te rend pas plus dur. Elle te rend plus sage. Tu deviens plus intentionnel dans tes mots, plus conscient de ton énergie, plus protecteur de ta paix. Tu cesses d'expliquer à ceux qui n'écoutaient jamais. Tu cesses de te prouver à ceux qui doutaient. Et à la place,
Tu vis calmement, délibérément, authentiquement. Parce qu'une fois que tu as goûté à la clarté de la solitude, le bruit du monde devient optionnel. Marc Aurèle l'a dit mieux que quiconque. Nulle part l'homme ne trouve de retraite plus paisible et plus tranquille que dans sa propre âme. Ce refuge est toujours là, qui t'attend. Pas pour le moment parfait, pas pour une permission, mais pour que toi tu le choisisses, que tu t'éloignes du bruit sans fin, et que tu retournes à la source, toi-même. Car peu importe où la vie te mène, ton allié le plus puissant sera toujours cette part de toi, capable de rester assise dans le silence, et pourtant de se tenir droite. Alors, la prochaine fois que le monde te semble accablant, ne cours pas vers plus de bruit. Ne remplis pas ton temps avec ce qui est facile. Recule, sois immobile. N'écoute pas le monde. Écoute la voix calme en toi, celle qui sait qui tu es. Cette voix est peut-être douce, mais elle n'a jamais tort. C'est la boussole au cœur du chaos, la fondation sous la pression, la force que personne ne voit, mais que tous finissent par ressentir. Tu n'as pas besoin d'une foule pour être complet. Tu as besoin de clarté. Et la clarté vient souvent enveloppée de silence, de solitude, de ces moments qui ne ressemblent à rien à l'extérieur, mais qui changent tout à l'intérieur. C'est là que les puissants se forment. Pas sur les scènes, pas dans les salles pleines d'applaudissements, mais dans le calme, là où ils se rappellent qui ils sont, sans que le monde leur dise qui ils devraient être. Il y a aujourd'hui une étrange pression, à toujours devoir dire quelque chose, expliquer, réagir, se défendre, clarifier. Comme si chaque pause dans une conversation était une occasion manquée, ou chaque pensée non dite, une faiblesse. Mais le silence n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas l'absence de pensée. C'est souvent la présence d'une pensée plus profonde. Plus quelqu'un devient puissant, plus il comprend cette vérité. Tout ne mérite pas une réponse. Toute rumeur ne mérite pas ton souffle. Et toute opinion ne mérite pas ta correction. Le silence, dans sa forme la plus pure, n'est pas de l'évitement. C'est de la stratégie. Les gens craignent ce qu'ils ne peuvent pas lire. Et rien n'est plus difficile à déchiffrer qu'une personne qui ne réagit pas, quelqu'un qui ne se précipite pas pour prouver son point, qui ne panique pas quand on le comprend mal, qui ne cherche pas à corriger chaque perception. Dans le silence, il y a le contrôle de ton énergie, le contrôle de ton image, le contrôle du champ de bataille lui-même. Car quand tu restes silencieux, l'autre commence à deviner, et dans ses suppositions, il révèle plus sur lui-même que tu n'en révélerais jamais en parlant. C'est là tout le génie de l'immobilité. Ce n'est pas passif. C'est chirurgical. Mais le silence demande de la discipline. Il est tentant de vouloir s'expliquer, de vouloir être compris, de corriger chaque fausse impression. Mais le pouvoir n'a pas besoin d'être compris. Il a besoin d'être inébranlable. Dès que tu commences à courir après la clarté chez les autres, tu leur donnes le contrôle de ton état intérieur. Le silence brise ce cycle. Il place sur eux le fardeau de l'interprétation. Tandis que toi, tu restes centré dans ton calme. Et ce calme, c'est ta forteresse. Car plus le monde devient bruyant, plus ton silence devient rare et précieux. Nous vivons à une époque où tout le monde a un micro. Tout le monde a une tribune. Mais peu ont la force de ne rien dire. Quand cela compte le plus, de laisser leurs actions parler, de laisser leur présence peser. Crier est facile. Réagir est facile. Remplir l'espace de bruit est facile. Mais celui qui reste tranquille quand les autres s'agitent, qui observe pendant que les autres s'empressent d'être vus, c'est celui-là que les gens commencent à regarder plus attentivement. Non pas parce qu'il se cache, mais parce qu'il est illisible. Carl Jung a dit un jour, la chose la plus terrifiante est de s'accepter soi-même complètement. Et c'est précisément ce que le silence exige souvent. L'acceptation. L'acceptation qui dit, je n'ai pas besoin de ta version de moi pour être entier. Tu commences à comprendre que le silence n'est pas le vide. C'est le contenant, l'espace où tu décides ce qui entre et ce qui n'entre pas, ce qui compte et ce qui ne compte pas, qui mérite ton engagement et qui mérite ton indifférence. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du focus. Le silence t'offre aussi du temps. Le temps de penser clairement, de séparer l'émotion du principe, de décider si parler te sert vraiment, ou ne fait que flatter ton ego. Et dans cet espace, tu gagnes un avantage. Tu vois le long terme, pendant que les autres restent piégés dans la réaction immédiate. Tu joues aux échecs, pendant qu'ils jouent aux dames. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la maturité. La maturité de comprendre que tout feu ne mérite pas d'être combattu. Certains s'éteignent d'eux-mêmes. Et ceux qui ne s'éteignent pas, tu les gères avec clarté, non avec panique. C'est dans le silence que ta réputation se forme. Non par toi, mais par la façon dont les autres parlent de toi. Quand tu ne dis rien. Et ce reflet,
Ce miroir de la pièce en dit plus sur eux que sur toi. Car si quelqu'un change d'opinion sur toi, simplement parce que tu n'as pas parlé, c'est qu'il ne détenait jamais ta vérité, mais seulement son besoin de contrôle. Et quand tu cesses de lui offrir cela, il ressent de l'inconfort. Mais cet inconfort n'est pas ton problème. Quand tu diriges avec le silence, les gens commencent à respecter ta manière d'agir. Non pas parce que tu les intimides, mais parce que tu crées un espace pour le mystère. Et le mystère, lorsqu'il est ancré dans l'intégrité, devient présence. Les gens se penchent. Ils prêtent une attention plus profonde. Merci d'avoir écouté et à bientôt.